Alors, d'abord, je vais vous présenter le programme, la bibliographie. Je vous ai dit le programme que je vais afficher, c'est le programme qui est prévu pour au moins 15 semaines. Alors, on est loin de les faire. Donc, on va commencer d'abord par vous parler de la structure du noyau. Et dans la structure du noyau, on va parler de l'énergie. En fait, normalement, c'est des rappels. L'énergie de liaison du noyau, le modèle de la goutte liquide, et puis on va passer aux réactions nucléaires. Donc, je vais faire une présentation générale des réactions nucléaires, après l'énergétique des réactions nucléaires, et puis on va faire un modèle, là aussi comme en physique atomique, on travaille avec des modèles parce que comme on n'a pas de... On ne voit pas ce qui se passe dans le noyau, quoi, tout à fait comme l'atome. Donc, on va parler d'abord du premier modèle de la goutte liquide. C'est un modèle qui a eu beaucoup de succès parce que grâce à ce modèle, on a pu expliquer un petit peu le problème de la fission. La fission, c'est-à-dire que le problème des noyaux, donc on a la désintégration où le noyau émet des particules légères, mais il y a aussi la fission où le noyau donc, est divisé en deux noyaux de masse moyenne. Donc, on a pu donc expliquer le phénomène de fission en utilisant le modèle de la goutte liquide. C'est un modèle qui a été copié sur le comportement d'une goutte liquide. Il a été fait donc par Betty Weiser. On va voir ça au cours du temps. Et donc, on va faire les réactions nucléaires, on va faire juste les généralités sur les réactions nucléaires, et l'énergétique, et on va revenir sur le modèle du noyau composé. En fait, en physique nucléaire, il y a énormément de modèles pour expliquer donc les résultats qu'on obtient lorsque on réalise une réaction nucléaire. Après, donc on va passer à la radioactivité. Donc on va parler des premiers types de radioactivité. Vous avez dû les voir au lycée, les lois de décroissance, et puis on va voir la désintégration bêta, la désintégration alpha, et puis la désexcitation gamma. Actuellement, il y a d'autres désintégrations parce qu'on a de plus en plus de noyaux instables en utilisant donc les accélérateurs, en forme de plus en plus de noyaux instables qui peuvent se désexciter en émettant des neutrons, en émettant des protons. Mais nous, on va voir la désintégration bêta- et bêta+, elles sont importantes parce que là aussi, ça nous permet de comprendre ce qui se passe aussi en astrophysique dans les sites stellaires. Donc, même si elles sont connues, ça fait longtemps, mais il faut quand même les maîtriser. Très bien. Alors, voilà donc le programme qui était censé être fait en 15 semaines. Donc, probablement pas, nous ne pourrons pas donc voir, j'espère qu'on va arriver au moins aux lois de décroissance. Et la dosimétrie, la radioprotection, c'est très intéressant, surtout s'il y a parmi vous des gens qui veulent faire après la physique médicale. Après, il y a donc normalement il y a la physique et les réacteurs nucléaires. Bon, ça, si vous ne faites pas, mais ça maintenant, c'est pas vraiment catastrophique. Très bien. Maintenant, je passe à la bibliographie. Donc, bien sûr, pour faire ma bibliographie, je me suis basée sur les livres qui existent à la bibliothèque centrale et aussi à la bibliothèque de la faculté de physique.
Donc, vous avez le premier livre, il s'appelle Physique nucléaire, de Daniel Blanc. Et donc là, tout à fait à ma droite, je vous donne l'éditeur. Très bien. Voilà. Ça dérange quand les gens arrivent en retard. Très bien. Et donc, après, il y a aussi, il existe à la bibliothèque, il existe aussi, je pense qu'il existe aussi à la bibliothèque centrale. Introduction à la physique. C'est le Henge. Alors, il y a la version en français, il y a la version en anglais pour les gens qui maîtrisent l'anglais mieux que le français. Alors, il y a le troisième livre que je conseille, c'est le Luc Valentin, mais il est un petit peu d'un niveau un peu plus élevé par rapport à votre niveau. Donc, il y a 2 tomes, mais c'est-à-dire, c'est à l'étudiant de pouvoir voir ce qui est intéressant dans ce livre. Là aussi, je donne un autre livre qui est un petit peu d'un niveau un petit peu élevé par rapport à vous. Donc, c'est un livre qu'on donne à l'époque pour les étudiants qui sont en DES ou bien en DEA. Il est en anglais, la version française n'existe pas. Je sais qu'il y a donc il y a des exemplaires à la fac de physique, mais à la fac centrale, plutôt à la bibliothèque centrale, je ne sais pas. Hein, parce que c'est quand même, ça ne fait pas longtemps qu'on a demandé à ce qu'il le commente. Voilà. Très bien. Donc, rapidement, parce que ça, je vais rappeler l'historique un petit peu de l'évolution de la physique atomique en parallèle et de la physique nucléaire. Donc, très rapidement, je vais rappeler, je vais faire un petit peu d'historique. De toute façon, vous allez recevoir le cours, donc vous pouvez le lire. Donc, en fait, c'est à partir du 19e siècle que les physiciens ont compris que les atomes ont une structure. On a commencé à voir ça en faisant la physique atomique. Donc, après la découverte de l'électron, plusieurs modèles d'atomes ont vu le jour. Alors, le premier modèle à voir le jour, c'était de personne qui lui, il a supposé que l'atome est une sphère chargée positivement et à l'intérieur de cette sphère, vous avez des électrons qui sont répartis. Donc ça, c'était après la découverte des électrons. Donc ça, il s'appelle ce modèle, il s'appelle le modèle de pudding, le gâteau anglais, hein, où vous avez une pâte et à l'intérieur, vous avez donc du raisin sec à l'intérieur. Donc, le raisin sec, c'est les électrons. Voilà. Alors, il a fallu donc l'expérience de Rutherford et ses disciples pour trouver qu'en fait, l'atome est constitué d'un socle. On en a parlé déjà quand on a commencé la physique atomique, que en fait, l'atome est constitué par une charge positive au centre et des charges négatives qui gravitent autour. Et d'ailleurs, à partir de ce moment, après cette expérience, donc il a pas que c'est là, parce qu'au départ, la seule chose avec les particules alpha et le noyau d'or, donc il a simplement montré qu'il y a simplement une interaction coulombienne, donc entre les particules alpha et les noyaux d'or, parce que le Z de l'or est très lourd, et donc l'interaction, et comme les particules alpha sont des particules qui sont issues
donc des sources radioactives et que l'énergie maximum de ces particules était autour de 10 mètres. Et donc, c'est une fois qu'il a fait l'expérience en envoyant toujours des particules alpha sur donc une cible qui est constituée d'hydrogène, qu'il s'est rendu compte en fait qu'en plus de l'interaction coulombienne entre la particule alpha et ce qu'il y a au centre, ce qu'il a appelé au centre le noyau, parce que c'est qu'il y a une charge positive, mais qu'il y a, en plus de l'interaction coulombienne, il y a une autre interaction qui intervient, c'est l'interaction forte. D'accord? Alors, pourquoi on n'en a pas remarqué ça en envoyant les particules alpha sur le noyau d'or? Parce que le Z du noyau d'or, il est très élevé, hein, d'accord? Et donc, effectivement, l'interaction forte n'intervenait pratiquement pas, c'est plutôt l'interaction coulombienne qui intervient. Voilà. Et donc, et c'est là après qu'il a proposé donc le modèle planétaire que Bohr a repris, d'accord, pour donc faire son modèle appelé le modèle de Bohr en introduisant la quantification du moment cinétique orbital et de l'énergie de liaison des électrons. Après, donc bien après, en 1932, on a découvert, donc on sait qu'il y a au centre de l'atome donc une particule qui est chargée, mais donc qui contient des protons, mais après Chadwick a découvert qu'en fait, dans le noyau, en plus des protons, il y a aussi une autre particule, mais qui est neutre, qui est le neutron. Et donc, une fois qu'on a découvert le neutron, on sait à peu près, parce qu'après, on va voir dans l'introduction, on sait à peu près de quoi est constitué le noyau. Donc, en gros, d'ailleurs, nous, on va s'intéresser simplement à ça. On considère que le noyau est constitué de protons et de neutrons, qu'on considère après avec Heisenberg et il y a eu Max Born aussi, qui ont décidé que le neutron et le proton, c'est deux états différents d'une même particule qu'on appelle le nucléon. Donc, le neutron et le proton sont tous les deux des nucléons, mais dans des états de charge différents. Pour le proton, il a une charge, et le neutron, il est donc, on va comprendre après pourquoi il a la charge égale à 0. Bien sûr, donc à partir de ce moment-là, on a commencé la construction des accélérateurs, et donc après l'évolution de la physique nucléaire et la physique des particules s'est développée très très rapidement, et aussi les techniques de détection aussi en permettent donc des avancées très très importantes. En particulier, donc des nouvelles particules ont été identifiées, les pions, les kaons. Dans les années 50, les quarks ont été introduits par Gell-Mann. Donc, bon, jusqu'à présent, donc, on considère que les nucléons sont constitués de quarks, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu un quark à l'état libre parce que, en fait, l'interaction forte qui existe à l'intérieur des nucléons ne permet pas donc de briser ces nucléons et d'extraire des quarks. Et d'ailleurs, l'interaction forte qu'on voit, nous, maintenant, à notre échelle, c'est simplement la queue de ce qui se passe à l'intérieur des nucléons et l'interaction qui existe entre les quarks. Voilà. Alors, donc, on va commencer par les généralités. Donc, la physique nucléaire, c'est un exemple d'étude d'un système condensé, voilà, en mécanique quantique. Donc, système condensé.
C'est un système qui est constitué de A corps. Donc, A, c'est le nombre de nucléons qu'il y a dans le noyau en interaction forte et électromagnétique. Alors, il ne faut pas perdre de vue que dans le noyau, vous avez donc les nucléons qui interagissent avec l'interaction forte, plutôt les nucléons qui interagissent avec l'interaction forte, mais en plus, vous avez les protons qui sont eux aussi des nucléons, mais comme ils sont chargés, ils interagissent aussi par l'interaction électromagnétique. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans le noyau, vous avez des neutrons, vous avez des protons. Donc, il va y avoir interaction forte entre neutrons et neutrons, neutrons et protons, protons et protons. Mais il y a en plus de l'interaction forte, l'interaction électromagnétique entre les protons parce qu'ils portent une charge positive. Bien sûr, donc, c'est un domaine qui fait appel à des théories quantiques. Donc, c'est comme dans le cas de la physique atomique, il faut donc résoudre l'équation de Schrödinger. Et donc, on a commencé par l'équation de Schrödinger non relativiste et maintenant, on est en train d'étudier pour déterminer les modèles. On utilise comme les modèles microscopiques. Donc, on essaye de retrouver ce qu'on appelle phénoménologique. Et puis, je parlerai simplement comme ça pour que vous sachiez, ça ne s'arrête pas là, que les théoriciens continuent à travailler pour essayer donc d'expliquer ce qui se passe dans le noyau en utilisant donc des modèles microscopiques. Très bien. Alors, je vais parler des unités qui sont adaptées à ce domaine. Donc, l'ordre de grandeur qui interviennent en physique atomique, c'est le angstrom. Alors, angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Et la longueur, l'ordre de grandeur qui intervient dans les noyaux, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. On appelle cette longueur-là, donc, on l'appelle le Fermi. D'accord? Et c'est noté F1. C'est 10. En fait, c'est femto. C'est femto, c'est pour dire 10 puissance moins 15, c'est femtomètre, et qu'on a appelé aussi Fermi. Donc, 10 puissance moins 15 mètres, c'est égal à 10, et c'est égal à un femtomètre qu'on a appelé le Fermi. L'électron-volt et ses multiples pour l'énergie, bien sûr que pour le noyau, l'électron-volt est très petit comme ordre de grandeur de l'énergie. Donc, on utilise plutôt les multiples de l'électron-volt. Donc, en général, on utilise le MEV, et maintenant, avec les accélérateurs qu'on a actuellement, le MEV, il est l'année passée. On utilise le GeV, qui est de l'ordre de 10 puissance 9 électronvolts. Donc, le MEV qui est égal à 10 puissance 6 électronvolts. Le TeV qui est de l'ordre de 10 puissance 12 électronvolts. Il y a, je vous dis tout de suite, on arrive maintenant, avec les accélérateurs actuels, à accélérer des noyaux qui sont de plus en plus lourds et on arrive à leur donner une énergie cinétique qui est de l'ordre de 10 puissance 12 électronvolts, c'est-à-dire le TeV. Et donc, c'est pour vous dire qu'avec ces énergies-là, on arrive à étudier la structure très profonde des noyaux. Voilà. Donc, avant d'aller dans les structures très profondes, il est intéressant de comprendre déjà, à notre niveau, les propriétés globales du noyau lorsqu'il est dans son état fondamental. Donc, nous, on va s'intéresser aux constituants du noyau
sans qu'on rentre dans la constitution des nucléons. Mais je vais en parler parce que maintenant, vous voyez les avancées qu'il y a maintenant au CERN, par exemple, sur la physique des particules. Et donc, ça vous permet de voir, de comprendre un petit peu ce qui se passe actuellement. Donc, et que, en plus donc des nucléons, hein, que les nucléons eux-mêmes, donc nous, on va d'abord voir la première approche, dire que le noyau, il est constitué de nucléons qui sont les protons et les neutrons, mais attention, les neutrons eux-mêmes, ils ont une structure. Alors, les constituants du noyau sont les nucléons, les protons et les nucléons, donc maintenant, sont deux états différents d'une même molécule qu'on appelle nucléon. Et eux-mêmes, ils ont une structure composite. Alors, on dit que le proton, il est constitué et formé d'un ensemble de quarks. Alors, le proton, il est constitué de deux quarks U, U pour up, et puis d'un quark down. En fait, up, c'est pour dire qu'ils ont le spin. Alors, regardez, alors que à notre échelle, on dit que la charge élémentaire, c'est E. En fait, à l'intérieur donc du proton et du neutron, on a des charges qui sont, donc pour les charges up, la charge des quarks up est de 2 tiers de E, et la charge des quarks down, elle est de moins 1 tiers de E. Alors, vous voyez maintenant tout de suite que si vous prenez le proton, qui est constitué donc de deux particules up, donc ça vous fait 2 tiers plus 2 tiers, ça vous fait 4 tiers, plus un quark down, c'est-à-dire moins 1 tiers de E, donc ça vous fait une charge qui est égale à E. Donc voilà pourquoi vous avez donc un proton qui a une charge positive. Pour les neutrons, donc c'est l'inverse. Ils sont constitués donc de deux charges, de deux quarks down et d'un quark up. Donc vous allez voir, donc un quark up c'est plus 2 tiers et deux quarks down, donc ça vous fait moins 2 tiers, et donc la charge totale est égale à 0. Donc pour les neutrons, la charge totale est égale à 0. Donc, vous comprenez maintenant d'où vient la différence d'état de charge entre les neutrons et les protons. Très bien. Mais justement, ce qui a fait penser que le neutron, en fait, il est constitué, lui aussi, il a une structure composite, c'est que au départ, on était étonné qu'un neutron qui ne peut pas changer un moment magnétique. D'accord? Très bien. En fait, c'est parce que il a des charges à l'intérieur, mais c'est la somme des charges qui est égale à 0. Alors, pour étudier les propriétés fondamentales du noyau, donc, on va ignorer cette structure composite des neutrons et des protons. Donc, on va considérer simplement qu'un noyau constitué de Z protons et un neutron. D'accord? Donc, là, je donne les caractéristiques que vous allez voir à tête reposée chez vous. Donc, vous voyez que la masse du proton, elle est légèrement inférieure à la masse du neutron. D'accord? Et donc, on a maintenant que vous avez commencé à faire la physique nucléaire, des fois, quand on parle de masse, on parle de masse en termes d'énergie sur C2, en MeV sur C2. Donc d'après ce que je vous donne ici,
Donc, U, c'est l'unité de masse atomique. Bien sûr, ça, vous avez déjà dû voir cette unité en chimie. Vous voyez que le neutron a une masse qui est légèrement supérieure à la masse du proton. Alors, c'est ce qui fait que le neutron est une particule lorsqu'il n'est pas dans le noyau, c'est une particule qui est instable. Contrairement au proton, qui lui est une particule qui est stable, il a une durée de vie très très grande. Voilà. Alors, donc, maintenant, on sait que le proton, il a une charge positive qui est égale à E, à cause des 3 quarks qui le constituent. Donc, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, ici, et le neutron, sa charge totale est égale à 0. C'est des fermions, tous les deux, ils ont un spin 1,5, d'accord? Donc, le proton et le neutron, c'est comme les électrons, c'est des fermions. Alors, toutes les particules qui portent donc un spin demi entier sont appelées fermions. Alors, vous voyez, donc, le proton, il a donc un moment magnétique, ici, et aussi le neutron a un moment magnétique qui est négatif. Donc, ça, c'est parce que, en fait, le neutron, il est constitué donc de charges, il est constitué donc de quarks fort larges qui ne sont pas entières. Alors, le proton est stable et le neutron libre. Il est instable. Le neutron libre, c'est-à-dire dans le noyau, le neutron, bon, de toute façon, après, on va voir comment on va expliquer la désintégration bêta plus et la désintégration bêta moins. On explique ceci en disant que c'est à l'intérieur du noyau, il y a un neutron qui se transforme en proton. Voilà. Donc, ce qui est important quand même à savoir, c'est que le neutron libre est instable, il a une durée de vie qui est inférieure à 14 minutes, alors que le proton, il a une durée de vie qui est supérieure à 10 puissance 30 années. Donc, il est très, très stable. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, il y a une très légère différence en masse, mais là, vous avez une très grande différence entre le proton et le neutron. Le neutron, donc, sa durée de vie, quand il était à l'état libre, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas dans un noyau, elle est inférieure à 14 minutes, alors que le proton, il a une durée de vie qui est très, très longue. Alors, voilà. Donc, quand il est donc à l'état libre, il se désintègre, donc il se désintègre pour donner un proton plus. Alors attention, quand il y a une équation de désintégration ou bien lorsque vous avez des réactions nucléaires, il y a des quantités qui sont conservées. Donc normalement, vous devriez avoir la conservation de la charge. Vous devriez avoir la conservation de la charge, la conservation du moment cinétique. Il y a des tas de choses qui doivent se conserver. On va voir lorsqu'on va regarder les réactions nucléaires. Alors, ici, cette réaction-là, donc le neutron, il va se désintégrer pour donner un proton plus un électron plus un neutrino. Alors, un neutrino, je vous raconte tout de suite son histoire, c'est que c'est une particule neutrino qui est neutre, qui interagit très peu avec la matière et qui n'a pas été détecté durant longtemps, qu'on a introduit tout simplement quand on a vu la désintégration bêta- et la désintégration bêta+, on s'est rendu compte que si on ne parlait pas, on l'a introduite pour tenir compte de la conservation de l'énergie. Donc, il y avait un choix
Soit on se dit que la réaction, la désintégration s'est faite sans qu'il y ait conservation d'énergie, et ça, c'est quelque chose que les physiciens n'ont pas voulu accepter. Et pour justement s'accrocher à cette conservation de l'énergie, on a pensé, c'est Pauli, je crois, qui a pensé qu'il y a une particule qui est émise, donc en plus du positron ou bien de l'électron lorsqu'il y a la désintégration bêta, qu'il doit y avoir une particule qu'on n'arrive pas à détecter parce qu'elle est neutre, mais qui emporte l'énergie restante. Ça, on va le faire lorsqu'on va faire la désintégration bêta plus et bêta moins. Alors, maintenant, ce qu'on dit le Z, c'est la charge du noyau. D'accord? Donc, on l'appelle le numéro atomique. Je le rappelle parce que en master, il y a des étudiants qui ne savent pas que un atome neutre a le numéro atomique Z ici, c'est la charge du noyau. Et lorsque l'atome est neutre, évidemment, il y a Z électrons, donc c'est pour ça que l'atome est neutre. D'accord? Et donc, dans le tableau de Mendeleïev, c'est le Z, c'est plutôt donc les caractéristiques et tout, c'est le Z du noyau, il faut connaître ça. Z, c'est le numéro atomique, c'est le nombre de charges. Et puis, donc, vous avez N, c'est le nombre de neutrons, et A, c'est le nombre de nucléons total. Donc, A, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. On l'appelle le nombre de masse, parce que la masse, elle est à peu près égale à A, elle n'est pas tout à fait égale à A. Alors, les Z-neutrons et les Z-protons et les N-neutrons, ils interagissent, interaction forte, électromagnétique et faible. Donc, je vous ai dit, interaction proton-proton, vous avez l'interaction forte et l'interaction électromagnétique. Interaction neutron-neutron, vous avez simplement l'interaction forte. Et puis, vous avez aussi l'interaction faible qui est responsable de la désintégration bêta plus et la désintégration bêta. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelle isotopes? Les éléments qui ont le même numéro atomique Z sont appelés des isotopes. Donc, mais des nombres de masse atomique A différents, donc s'appellent des isotopes. Donc, si vous prenez par exemple l'oxygène 18, c'est l'oxygène 16, c'est l'oxygène 15, c'est l'oxygène... tous les noms qui portent, tous les noyaux qui portent le même nom ont le même Z. Donc, c'est le Z qui définit le noyau. Ce terme a été introduit par Soddy en 1910 pour expliquer le fait que le nombre d'éléments radioactifs déjà connus à cette époque dépassait le nombre de cases de la classification périodique disponible. C'est-à-dire que on a le tableau périodique, donc vous avez l'oxygène, l'hydrogène et ainsi de suite, mais si on compte le nombre de noyaux qu'il y a dans la nature, il y a beaucoup plus de noyaux dans la nature que... alors, dans la nature, entre guillemets, on va voir que dans la nature, ce qu'il y a dans la nature, c'est des noyaux qui sont stables ou c'est des noyaux qui sont obtenus par des noyaux radioactifs, mais qui ont de très longues périodes. Voilà. Alors, il a émis l'hypothèse qu'il existe des éléments radioactifs différents par leur masse atomique A et leur radioactivité. La même case de la classification de Mendeleïev. Donc, si vous regardez le tableau, par exemple,
Il ne va pas vous donner calcium 40, il ne va pas vous donner calcium 48. La masse que vous voyez en haut dans le tableau de Mendeleïev, c'est la masse du calcium naturel. Alors, le calcium naturel, bien sûr, vous avez un pourcentage de calcium 40 et vous avez un pourcentage de calcium 48. Ça, c'est celui qui est le plus stable, c'est le calcium 40, mais le calcium 48 aussi, il est plus ou moins stable. On va voir que c'est des noyaux magiques et on va voir qu'est-ce que ça veut dire un noyau magique. Alors, si vous prenez par exemple l'uranium naturel, il contient 99,27% d'uranium. Alors, j'ai oublié le U ici. Hein. Vous regardez ici, j'ai écrit l'uranium 235. Donc, vous mettez en bas le Z. Donc, l'uranium, le Z de l'uranium, c'est 92. L'uranium 235, d'accord? Donc, il a A égale à 235, c'est-à-dire Z plus N égale 235. Et puis, vous avez l'uranium 238, c'est celui qui est le plus présent dans la nature. Vous avez 99% de l'uranium naturel, c'est de l'uranium 238. Et 0,72 simplement d'uranium 235 et 0,05% d'uranium 234. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un isobare? Alors, on ne peut pas parler d'un isobare, on parle des isobares. Ce sont les noyaux qui ont le même nombre de masses. Donc, par exemple, c'est-à-dire qu'ils ont le même A, mais obligatoirement, ils ont un Z qui est différent. Donc, vous voyez la grosse erreur que j'ai fait ici. Il faut la corriger. Le calcium, puisqu'il ne porte pas le même nom que le potassium, son Z n'est pas égal à 20. Quel est le Z du potassium? Les alcalins. Est-ce qu'il y a des étudiants? Oui, ils sont tous partis. S'il y a des étudiants, vous dormez? On se réveille, répondez-moi. Personne ne répond. Pourquoi vous avez peur de répondre? Ah oui, madame. Vous avez peur de répondre? Très bien. Alors attention, ça c'est une très grosse erreur de ma part, d'accord? Donc vous le notez si vous avez un stylo à côté de vous. Donc, de revoir le fichier Word. Je vais voir si je peux le faire. Le Z du potassium, ce n'est pas 20. Il ne peut pas avoir le même Z puisqu'il a un nom différent que le calcium. Le calcium, il a Z égale 20, donc le potassium, il a Z égale 19. C'est un alcalin. Allez, il a Z égale 19. Très bien. Alors, on appelle les noyaux qui ont un Z pair et un N pair, on les appelle les noyaux pair-pair. C'est-à-dire que le nombre de protons et le nombre de neutrons sont pairs. Les noyaux qui ont Z impair et N impair sont appelés les noyaux impair-impair. Mais le A, puisque les deux sont impairs, le A est pair. Les noyaux ayant Z, ils sont appelés les noyaux impairs. Le A est impair. Très bien. Rayon du noyau. Alors, on vous dit que le rayon du noyau, il est donné par la relation R égale R0 A à la puissance 1 tiers. Alors, R0, c'est une longueur, d'accord, qui est égale à 1,2 Fermi, c'est-à-dire 1,2 10 puissance moins 15 mètres. Et A, bien sûr, c'est la masse, c'est le nombre de masses donc du noyau. Alors, cette relation, elle a été
extraites en supposant que les noyaux sont sphériques. Alors, je vous le dis tout de suite, tous les noyaux ne sont pas sphériques. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de noyaux déformés que de noyaux sphériques. Mais en première approximation, pour avoir un ordre de grandeur donc, du rayon du noyau, on peut le considérer comme étant sphérique. Mais les seuls noyaux qui sont sphériques sont les noyaux magiques. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, les noyaux magiques. C'est là parce que comme les atomes, les noyaux, eux aussi, ont une structure, comme les atomes. Et donc, il y a des noyaux qui sont plus stables que leurs voisins. Et ces noyaux qui sont plus stables que leurs voisins sont appelés les noyaux magiques. Voilà. Donc, la densité, pas le densité, la densité considérablement est élevée. Alors, la densité, alors regardez, pour que vous sachiez que toute la masse de l'atome, elle est concentrée dans le noyau. Alors, la densité d'un noyau qui est à peu près constante, qui ne dépend pas du nombre de masses, elle est égale à 2 10 puissance 8 tonnes. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une tonne? Une tonne, c'est 10 puissance 3 kilogrammes par centimètre cube. Donc, si vous prenez un volume de 1 centimètre cube, c'est-à-dire vous prenez un cube qui a 1 centimètre de longueur, il pèse 2 10 puissance 8 tonnes. D'accord? Donc, pour que vous voyez que toute la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. Donc, l'atome, il est constitué par un noyau qui est très, très dense et vous avez des électrons qui sont à une distance très, très loin du noyau. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu le comportement des noyaux des atomes alcalins. D'accord? Sachant ceci, donc, l'expression du rayon ci-dessus est établie en supposant que le noyau est sphérique et à bord abrupt. Or, en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. En envoyant donc pour étudier la structure du noyau, d'abord, bien sûr, Rutherford a fait son expérience avec les particules alpha, mais après, quand il y a eu les particules alpha qui sont un peu lourdes par rapport aux électrons et qui aussi, puisque ces particules alpha étaient obtenues par la radioactivité, donc la plus grande énergie de ces particules alpha ne dépassait pas les 10 MeV. Et après la construction des accélérateurs, les premiers accélérateurs qu'on a construits, c'est des accélérateurs d'électrons, donc qui sont des particules légères, et tout de suite, on a pu construire des accélérateurs dans l'énergie cinétique et de l'ordre de quelques GeV. Donc, ça permettait d'aller très, très profondément dans le noyau et d'étudier la structure du noyau. Les résultats donc des mesures ont permis de fournir pour la première fois la preuve de l'existence du noyau, d'avoir des informations sur l'ordre de grandeur des dimensions du noyau. Ça, c'est l'expérience de Rutherford, bien sûr. Et c'est après les expériences de diffusion des électrons. Alors, pourquoi les gens ont commencé d'abord à utiliser des électrons comme sonde, c'est-à-dire pourquoi on a commencé à envoyer d'abord des électrons sur le noyau. Alors, le noyau est une particule plus grande. On n'a pas prouvé que l'électron a une structure. Donc, c'est un lepton. Il n'a pas de structure et il ne peut interagir qu'avec l'interaction électromagnétique.
il ne peut pas interagir par l'interaction forte. Donc, quand on envoie les électrons sur le noyau, l'interaction qu'il y a entre les électrons et les noyaux, c'est une interaction entre les électrons et le proton. Le neutron, il n'est pas chargé. D'accord? Donc, en fait, ça nous donne la densité de charge, la densité des protons. Quand on envoie des électrons sur le noyau, ça permettait de nous donner l'information sur la densité des électrons, c'est-à-dire la densité de charge dans le noyau. Donc, permettre de sonder l'intérieur du noyau, d'étudier la distribution de charge de ces noyaux. Les électrons constituent une sonde propre. Pourquoi on dit propre? Parce que si j'envoie, par exemple, un sur le noyau, on va voir après quand on va faire les sections efficaces, la section efficace qui va être obtenue, elle va être due à l'interaction des nucléons avec les nucléons qui constituent le noyau et l'interaction électromagnétique entre les électrons et les protons. Mais on ne pourra pas débroussailler comme ça a priori. Donc, on a décidé de prendre une sonde qui peut interagir par une interaction qu'on connaît très bien, l'interaction électromagnétique. Et donc, on peut, puisque je connais cette interaction, je peux donc extraire des informations sur la structure du noyau. Voilà, donc d'où le choix au départ d'utiliser les électrons, particules sondes, c'est-à-dire des particules qu'on envoie sur le noyau. Alors, voilà comment on observe donc la densité de charge. Là, c'est la densité de charge. On voit que la densité de charge, donc qui est déduite, le travail il est long, hein, c'est pas déduit comme ça. Hein. Bon, vous allez le faire soit en première année de master, et s'il y a le M2 nucléaire, vous pouvez le. Alors, vous voyez que vous avez que la densité de charge, là c'est la densité de charge, hein, 0, elle est constante à peu près au centre, c'est à peu près au centre, d'accord? C'est-à-dire ici, ce qu'on a représenté, c'est ρ sur ρ et 0. Rho 0, c'est la densité, d'accord? Et puis, à partir d'une certaine valeur, la densité, elle va commencer à diminuer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le noyau, la densité n'est pas constante, qu'elle est constante sur une certaine longueur, elle est à peu près égale à ρ 0, d'accord? Là, ce qu'on a représenté, c'est ρ sur ρ 0. Je vais reprendre la figure. Et puis, après, à partir d'un certain rayon R, la densité, elle va commencer par diminuer. C'est-à-dire, vous n'avez pas quelque chose abrupt, c'est-à-dire qui est comme ça, et qui tombe à 0 très soudainement. Voilà. Alors attention, ça ne veut pas dire électron, ça veut dire tout simplement, c'est la distance, on appelle la distance entre donc, le rayon où j'ai une densité qui est égale à 0,9 et une densité qui est égale à 0,1. Donc, elle représente une fonction de Fermi, donc, qui est là. Donc, la figure qui est ici, elle est paramétrisée par cette fonction-là. Donc, la densité de charge, c'est-à-dire la densité de protons.
c'est-à-dire le nombre de protons par unité de volume. C'est égal à ρ0 sur 1 plus exponentielle R moins RC sur A. Alors, qu'est-ce que c'est que RC? C'est le rayon. RC, c'est là où la densité, donc il est là, c'est là où la densité est égale à 0,5, d'accord, à 0,5 ρ0. Voilà, tout ça, en fait, ça, c'est pour attirer votre attention. Attention, la densité, on vous dit qu'elle est à peu près constante au centre. Voilà. ρ0, densité centrale. RC est le rayon de demi-densité, c'est-à-dire c'est le rayon où la densité est égale lorsque la densité atteint la moitié de la densité ρ0. Donc ici, vous voyez, vous avez 0. Ce qui est représenté ici, c'est ρ sur ρ0. D'accord? Alors, lorsque ceci est égal à peu près égal à 0, donc il faut que, on va voir qu'est-ce que c'est. Je vais expliquer, et puis voilà. Alors, A est l'épaisseur du bord diffus, voilà, donc c'est tout simplement cette épaisseur-là. C'est l'épaisseur à partir de laquelle la densité commence à diminuer très très grande. Donc, vous pouvez imaginer donc un noyau, il a une densité à peu près constante au centre, et puis à partir d'un certain rayon, la densité commence à tendre très rapidement vers. Remarque, ce qui est porté en un ordonnée, donc on vous donne tout, c'est pas la peine que je vois, c'est ρP sur ρ0. En abscisse, l'unité de R est le Fermi. En supposant donc que les rapports de la densité de neutrons et de celle de protons est le même, c'est-à-dire si on suppose que la densité de neutrons est égale à la densité de neutrons, donc on peut, à ce moment-là, alors attention, là ce qui est donné c'est la densité de protons. Donc, à partir de la densité de protons qui, elle est déterminée expérimentalement en envoyant des électrons sur le noyau, donc en utilisant cette hypothèse que la densité de neutrons et la densité de protons, que le rapport reste constant, quel que soit le point M que vous prenez à l'intérieur du noyau, à ce moment-là, on va aboutir à la densité de la matière, c'est-à-dire densité de protons plus la densité de neutrons. Et donc, vous allez voir qu'elle dépend de la densité de charge A sur Z. Et donc, on verra que ceci montre que la densité de matière, elle est constante. Elle est égale à 0,16 par Fermi au cube. Donc, les résultats de ces expériences ont montré que le noyau n'est pas ponctuel, qu'il a une structure, que est à peu près une sphère, à bord diffus. Il est à bord diffus, c'est-à-dire que la densité ne tombe pas à zéro brusquement, qu'elle tend vers zéro, donc de manière smooth, comme on dit en anglais. On observe aussi que la densité de matière au centre des noyaux est indépendante du nombre de masses. Voilà. Donc, elle est égale donc à 0,16 nucléons par Fermi au cube. Alors, si en connaissant ça, vous pouvez déterminer donc ce que j'ai donné tout à l'heure, la densité qui est de l'ordre de 10 puissance 8 tonnes par donc centimètre cube. Donc c'est énorme. Vous voyez un centimètre cube, vous tracez un cube qui a un bord de 1 centimètre et qui pèse après 10 puissance 8 tonnes. Il faut que vous imaginez, il faut que vous sachiez qu'une tonne, c'est déjà 10 puissance 3 kg. D'accord?
Donc, vous voyez, c'est très, 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 très lourd. Alors, en supposant, là, j'ai donné ce petit exercice pour que vous déterminer la valeur du rayon du noyau en supposant qu'il est sphérique. Je vous ai dit, à première approximation, on peut considérer qu'il est sphérique, mais surtout les noyaux qui ne sont pas, qui sont exotiques, ils ont des formes complètement bizarres, donc ils sont très loin d'être sphériques. Mais en première approximation, on peut considérer que le noyau est sphérique, donc je connais le volume d'une sphère de rayon R, voilà. Donc si le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi R3, si j'ai une sphère qui a un rayon grand R, son volume, c'est 4 tiers de pi R3, et donc sa masse, c'est égal au volume multiplié par la masse volumique, c'est-à-dire par ρ0. Et donc, à peu près, on va voir que la masse du noyau n'est pas tout à fait égale à A, mais comme c'est un calcul approximatif qu'on est en train de faire ici, on va supposer donc que le volume du rayon multiplié par sa densité est égal à sa masse. Et donc, ça donne à peu près quel est le rayon d'un noyau qui a pour nombre de masse A, donc c'est à peu près 1,14 A à la puissance 1 tiers Fermi. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Très bien. On va voir la suite. Cours 2, qui est la suite de ça. Alors, masse et énergie. Alors, le 1,14, c'est le R0. Alors, quand on veut déterminer la masse, le rayon d'un noyau, en général, on utilise la relation R égale R0, d'accord, A à la puissance 1 tiers. Le R avec R0, qui est de l'ordre de 1,2. Alors là, nous, on vient de trouver 1,14, mais en fait, le 1,14, nous, quand on a calculé donc, le rayon du noyau, on a supposé qu'il était sphérique. Et je vous ai dit, donc, le fait qu'on ne trouve pas 1,2, ça veut dire que le noyau n'est pas sphérique. Voilà. Et puis, de toute façon, la valeur de R0, elle évolue entre les noyaux qui ont des masses, des faibles masses et les noyaux qui ont des masses fortes. Alors, masse et énergie de liaison. Alors, on met beaucoup d'argent pour avoir des spectrographes de masse qui permettent de mesurer la masse des noyaux. Alors, pourquoi est-ce que on tient à tout connaître la masse des noyaux? Parce que la masse du noyau, elle est reliée à l'énergie de liaison du noyau. Donc, si je connais la masse avec une très grande précision, ça me donne donc la valeur de l'énergie de liaison avec précision. D'accord? Très bien. L'unité de masse qui est adaptée au domaine de physique nucléaire est l'unité de masse atomique. Ça, dans le symbole est U. À un certain moment, on l'appelait UMA et puis maintenant, on l'appelle tout simplement U. Par convention, donc ça, je suis sûre que vous l'avez vu en chimie, par convention, on considère qu'une mole gramme de l'isotope de carbone, au départ, on avait pris comme l'oxygène 16, et puis après, on a changé. Et donc, on prend donc comme référence le noyau de carbone 12, et on suppose qu'une mole de carbone 12 a une masse qui est égale exactement à 12 grammes. D'accord? Alors,
Par convention, donc, on considère qu'une mole gramme de l'isotope de carbone 12 a une masse de 12 grammes. Or, on sait qu'une mole gramme contient 6,02 10 puissance 23 atomes donc de l'isotope, d'accord? Alors, attention, il s'agit du carbone 12. Il ne faut pas prendre un autre isotope, d'accord? D'où la masse d'un atome de carbone 12, elle est égale donc à 12 sur n grammes. Donc, ceci nous permet d'avoir la valeur de l'unité de masse atomique en grammes. Donc, une masse atomique, donc 1U, est égale à 1,66 10 puissance moins 24 grammes. Alors, maintenant, il faut que vous appreniez à utiliser, plutôt que d'utiliser l'unité de masse atomique, il faut parler en termes d'énergie. D'accord? Alors, 1 UC2, et ça, il faut retenir. Donc, 1 U multiplié par C2, C étant la vitesse de la lumière, elle est égale à 931,49 MeV, ou bien une unité de masse atomique est égale à 931,49 MeV par C2. Donc, maintenant, il faut apprendre le jargon de physique nucléaire. Quand vous parlez, vous pouvez parler de masse en termes d'énergie, d'accord? Donc, au lieu de dire unité de masse atomique égale à 10 puissance moins 24, après, c'est lourd pour faire des calculs, d'accord? Par contre, si vous utilisez, c'est comme en physique nucléaire, en physique atomique, par exemple, vous utilisez la masse de l'électron fois C2 égale à 511 keV, vous utilisez HC égale à 12 400 électronvolts angstrom, ça vous permet de faciliter largement les calculs lorsqu'on vous demande de faire des applications numériques. Alors, la masse du noyau est une propriété fondamentale. Elle résulte donc de l'énergie de liaison des nucléons, neutrons entre-temps, qui le constituent. Celle-ci nous donne donc des informations sur la force qui lie les nucléons, d'où la nécessité de faire les mesures avec précision. Alors, plusieurs techniques expérimentales sont utilisées actuellement pour déterminer, parce que, bon, il y a eu les premières techniques pour déterminer l'énergie de liaison des masses des noyaux qui sont stables ou bien qui ont de longues durées de vie, même s'ils sont radioactifs. Mais maintenant, on est en train de trouver des noyaux avec les accélérateurs qu'on a actuellement. On a des accélérateurs qui ont des faisceaux radioactifs. On arrive à avoir des noyaux qui ont des durées de vie très, très faibles. On les appelle les noyaux exotiques. C'est des noyaux qui n'existent pas sur Terre, qu'on forme donc dans des réactions nucléaires avec des accélérateurs et qui ont donc des durées de vie très, très faibles. Il y a des noyaux qui ont des durées de vie qui sont inférieures à 10 puissance moins 9 secondes. D'accord? Donc, on ne peut pas utiliser les anciennes techniques pour déterminer leur énergie de liaison, donc il faut d'autres techniques pour déterminer leur énergie de liaison. Donc, plusieurs techniques expérimentales sont utilisées. Actuellement, des techniques de pointe sont utilisées pour déterminer les masses des noyaux exotiques, noyaux n'existant pas dans la nature et ayant des durées de vie très faibles. Les résultats des mesures expérimentales sont compilés et on va vous distribuer donc en TD, on va vous distribuer donc les excès de masse des atomes.
on ne va pas vous donner les masses des noyaux, mais ce qui est mesurable, c'est la masse des atomes ou bien des ions, parce qu'il faut les accélérer, d'accord? Donc, on vous donne les excès de masse, d'accord? On va voir qu'est-ce que c'est que l'excès de masse. On va vous donner donc les excès de masse de ces atomes. L'énergie de liaison des électrons dans ces atomes étant très faible, donc on peut considérer approximativement que la masse du noyau, que l'excès de masse, on va voir comment on peut passer de l'excès de masse de l'atome à l'excès de masse du noyau. Alors, l'excès de masse en même, elle est donnée par, c'est moins. Alors, par exemple, je prends l'atome d'oxygène 16. Donc, pour trouver l'excès de masse de l'atome de l'oxygène 16, elle est égale à la masse de l'atome de l'oxygène 16 moins 16. Le 16, c'est le nombre de masses. C'est-à-dire, là, dans le A, c'est la masse sans tenir compte de l'énergie de liaison des nucléons. D'accord? Donc, ce qu'on appelle l'excès de masse, la masse d'atome moins A, qui est la masse des nucléons, sans tenir compte donc de l'énergie de liaison. Alors, donc, A est le nombre de masses, M atome, c'est la masse de l'atome, et delta, alors vous voyez, là, je mets la masse de l'atome dont je veux déterminer l'excès de masse, et là, j'ai le Z. Donc, c'est l'excès de masse de l'atome, M atome. Ces tables permettent d'avoir accès à la masse atomique et non à la masse du noyau. Après, on va vous montrer comment vous allez passer de cette masse atomique à la masse du noyau. D'accord? Très bien. Alors, comment elle est définie, cette énergie de liaison? Énergie de liaison, la masse du noyau, d'un noyau, bien sûr, constitué de N neutrons qui chacun a une masse N et de Z protons qui chacun a une masse P. La masse du noyau, elle est égale à la masse des N neutrons plus la masse des Z protons moins l'énergie de liaison par C2 de ces nucléons. Alors, normalement, ici, on a considéré que la masse du noyau est positive. Normalement, l'énergie de liaison, normalement, vous avez vu, par exemple, en physique atomique, quand on parle de l'énergie de liaison, elle est négative. L'énergie de liaison, elle est négative. Ici, dans la formule, ici, l'énergie de liaison, Bn de Z sur C2, il faut faire attention, elle est prise en valeur absolue. D'accord? Donc, je n'ai pas mis valeur absolue parce que dans les anciens livres, non, on vous la donne négative. Dans les livres actuels, pour que vous soyez à la page, on vous la donne en valeur absolue. Donc, normalement, la masse du noyau, si vous prenez la masse du noyau d'oxygène 16, elle est inférieure à la masse des constituants. Alors, oxygène 16, ça veut dire qu'il a Z neutrons et Z protons. Et donc, normalement, la masse du noyau d'oxygène est inférieure à la masse des Z protons plus la masse des Z neutrons. D'accord?
Voilà. Elle représente ici l'énergie de liaison du noyau prise en valeur absolue. La masse du noyau est liée à la masse atomique. Par quoi? Donc, ça vous permet, après, une fois que vous avez déterminé l'excès de masse de l'atome, vous pouvez remonter donc à la masse après du noyau. Vous pouvez donc écrire que la masse de l'atome, il est égal à la masse du noyau plus la masse des Z électrons moins l'énergie de liaison des électrons. D'accord? Là aussi, prise en valeur absolue. Alors, E représente la masse de l'électron et BE la valeur absolue de l'énergie de liaison des électrons dans l'atome. Cette quantité est en général très faible parce que on a vu que les énergies, par exemple, de liaison dans les hydrogénoïdes, elle est de quelques électronvolts. D'accord? Alors que l'énergie de liaison dans les noyaux, elle est de l'ordre de 10 puissance 6, de quelques 10 puissance 6 électronvolts. Donc, l'électronvolt, il est négligeable devant le MEV. Voilà. Elle est souvent négligée. Bon, ça dépend en fait. On peut exprimer donc l'énergie de liaison en fonction de l'excès de masse delta à ZC2. Donc, il faut relire tout ça à tête reposée. Hein. Donc, vous voyez, à partir de là, je peux tirer l'expression de l'énergie de liaison en fonction de la masse des constituants. Donc, c'est la masse des constituants, d'accord? Alors, en réalité, bon, ça c'est parce qu'on a considéré la valeur absolue de l'énergie de liaison, mais si je prends l'énergie de liaison en négatif, normalement, je dois mettre la masse du noyau moins la masse des constituants. D'accord? Et donc, à ce moment-là, je trouverai quelque chose qui est négatif. Et donc, par contre, ici, comme on a considéré simplement la valeur absolue, on écrit que c'est la masse des N neutrons plus la masse, donc on trouve quelque chose de positif parce qu'on a pris la valeur absolue. Voilà. Donc, voilà, vous remplacez, donc vous pouvez exprimer tout en fonction de Z, par exemple. Donc, le nombre N, il est égal à A moins Z, ici, d'accord? Et puis, donc, la masse du proton, je vais dire que c'est la masse de l'atome d'hydrogène moins la masse de l'électron. Je néglige l'énergie de liaison de l'électron, bien sûr. Et puis, la masse, après, la masse du noyau, j'écris que c'est la masse de l'atome ZA moins la masse des Z électrons. En négligeant là, j'ai négligé l'énergie de liaison des électrons de nucléaire. Alors, N est un fait sans les masses, respectivement les masses du neutron et du proton. Donc, on peut, dans le tableau qu'on va vous distribuer, il faut faire très attention. On ne vous donne pas la masse Mn, mais on vous donne delta. Par exemple, on vous donne l'excès de masse du neutron, delta 1, 0. Donc, vous voyez, le neutron, il a Z égale 0 et le nombre de masses égale à 1. Et la masse, la même chose, donc pour la masse du proton, on va l'exprimer en fonction de l'excès de masse, d'accord, qui est delta 1, 1. Voilà. Donc, vous avez là l'expression de delta 1, 0 en fonction de la masse de M1. Vous avez l'expression de l'excès de masse du proton, attention, pas de l'atome d'hydrogène, c'est l'excès de masse du proton, c'est la masse de l'atome d'hydrogène moins 1. Et donc, d'une manière générale, vous avez, d'accord, vous avez l'excès de masse donc de l'atome, attention, l'excès de masse donc de l'atome, AZ, c'est la masse de l'atome moins 1. D'accord? Voilà. Très bien.
Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? C'est l'excès de masse de l'atome d'hydrogène. Voilà. Très bien. Donc, en général, vous devriez, il faut vérifier cette relation. Est-ce que je ne me suis pas trompée? Parce que je me rappelle l'année dernière, je me suis trompée, donc il faut la revérifier, refaire les calculs. Est-ce qu'elle est correcte? Donc, vous devriez être capable de déterminer l'énergie de liaison de n'importe quel noyau en utilisant simplement les excès de masse qui sont tabulés, les excès de masse atomiques qui sont tabulés, et on va vous distribuer donc la table des masses. Et d'ailleurs, qu'il ne faut jamais enlever de votre cartable parce que même dans les examens, vous allez les utiliser. Alors, voilà. Donc, on vous donne ici la figure qui représente donc la variation de l'énergie de liaison par nucléon. D'accord? Donc, ici, la figure qui est donnée ici, c'est une figure expérimentale. C'est pour vous dire tout le travail qui a été fait par nos ancêtres. Donc, ici, ils ont représenté l'énergie de liaison parce que c'est elle qui va donner une information. Parce que l'énergie de liaison tout court, évidemment, elle dépend de A. Alors, on remarque, alors ce que vous remarquez ici, c'est que l'énergie de liaison, vous voyez qu'elle augmente très rapidement jusqu'à à peu près A égale, disons, très rapidement, jusqu'à A égale autour de 20 égale 30. Mais à partir de A égale 30, elle est pratiquement constante. Elle diminue très, très faiblement, donc en allant vers les éléments lourds. Alors, qu'est-ce qu'elle donne comme information? Alors, une énergie de liaison, c'est-à-dire qu'elle fait intervenir, il faut faire attention, c'est une énergie de liaison dans le noyau. D'accord? Alors, dans le noyau, n'oubliez pas que vous avez des neutrons qui n'interagissent que par interaction forte, que vous avez des protons qui interagissent par interaction forte et par interaction électromagnétique. Alors, vous voyez que ici, déjà, ça vous donne une idée pourquoi lorsque vous allez vers les noyaux qui ont des masses élevées, pourquoi l'énergie de liaison, elle diminue très lentement, parce que, tout simplement, plus le noyau est lourd, plus vous avez de protons. Et donc, si vous avez des protons, vous savez que l'interaction électromagnétique entre des charges qui ont le même signe, elle est répulsive. C'est-à-dire, en fait, que plus vous ajoutez des protons, et plus les protons vont se repousser. Bien sûr, il y a l'interaction forte qui fait que les protons sont attirés, mais à côté, vous avez aussi le fait qu'il y a une interaction électromatique qui, elle, son effet est contraire, son effet est que les protons se repoussent. Alors, pourquoi pour les noyaux qui sont lourds? Parce que l'interaction électromagnétique, elle est en 1 sur R2. C'est-à-dire qu'elle est toujours présente, même si quand R augmente, elle diminue, mais elle est toujours présente. Par contre, l'interaction forte, elle est à très courte distance. C'est-à-dire, il n'y a que les nucléons qui sont très, très voisins qui interagissent entre eux.
quand la distance entre les nucléons devient importante, l'interaction forte, elle devient négligeable en interaction électromagnétique. Donc, c'est ça qui fait que lorsque le nombre de masses augmente, c'est-à-dire que lorsque le nombre de protons augmente, à ce moment-là, l'énergie de liaison diminue. Et c'est ce qui fait que lorsque vous avez donc l'énergie de liaison, le nombre plus le nombre de nucléons augmente, le nombre, c'est le nombre de protons, il devient inférieur au nombre de neutrons. Alors, donc, pour que le noyau reste lié, il faut qu'il y ait un excès de neutrons pour qu'il ne se casse pas. Parce qu'il y a l'interaction coulombienne qui, elle fait que les protons se repoussent et donc qui poussent les noyaux à se casser. Donc, normalement, si vous regardez après, quand on va regarder la courbe neutrons et un proton, on a deux neutrons et un proton. Donc là, c'est jouable. Mais après, plus le nombre de nucléons augmente, nous voyons que le nombre de masses, alors à l'exception des nombres, ne varie que faiblement avec le nombre de masses, depuis A à peu près égal à 20 jusqu'à A égale 240. Ce comportement est une conséquence du caractère à courte portée des forces nucléaires. Alors, vous voyez, en fait, c'est à partir de l'énergie de liaison, le comportement de l'énergie de liaison des noyaux, qu'on est arrivé à dire que les forces nucléaires, elles sont de courte portée, c'est-à-dire que les nucléons n'interagissent par interaction forte que s'ils sont très très proches. Et que s'ils sont à partir d'une certaine distance, ils n'interagissent plus par interaction forte. Donc, ce comportement est une conséquence du caractère à courte portée des forces nucléaires. On parle de saturation des forces nucléaires, c'est-à-dire que les nucléons n'interagissent qu'avec leurs plus proches voisins par interaction forte. Bon, il est vrai que si je prends un neutron et un proton, ils n'interagissent qu'avec interaction forte. Si je prends un neutron et un neutron, il n'interagit qu'à par interaction forte. Mais si je prends un proton et un proton, il interagit par interaction forte et il interagit par interaction électromagnétique. D'accord? Très bien. Donc, explication. Considérons donc, vous avez un cours maintenant, non? Un TD. Répondez-moi. Vous dormez? Oh mon Dieu, il reste 3 étudiants. Bon, les 3 étudiants qui sont là, quelqu'un peut-il me répondre? Est-ce que vous avez maintenant un TD? Oui, madame Adnati Dizoka. Ah, un TD, donc je vais vous lâcher. Mais je ne comprends pas pourquoi le matin vous avez mis 2 heures. Bon, c'est pas grave. On va essayer de récupérer ça. Très bien. Donc demain, à la même heure, c'est bien ça?
Malheureusement, je ne peux pas vous prendre le matin parce que j'ai un cours avec les premières années. Voilà.